Nous à suivre le quotidien et l'invité de l'économie, Isabelle Gounin reçoit Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la stratégie et à la prospective. Mais d'abord, la météo, Evelyne Delia. Très bonne soirée. Après les quantités exceptionnelles de pluie tombées ces dernières heures sur le Languedoc et notamment dans la région de Montpellier, ces pluies se sont décalées progressivement à l'est de la vallée du Rhône. Alors on est toujours dans un flux de sud avec une alimentation en provenance de la Méditerranée puisque la mer est chaude et c'est surtout sur le Var que ces pluies se déversent depuis l'après-midi de mardi, d'où cette vigilance émise par Météo France pour le département du Var à cause de ces fortes précipitations au moins jusqu'à mercredi matin. Vous remarquez d'ailleurs que les autres départements ne sont plus en vigilance. Donc, dans la matinée de mercredi, le soleil sera fort heureusement revenu sur le golfe du Lion avec Mistral et Tramontane. On a basculé dans un flux de nord. À noter encore quelques averses sur la Côte d'Azur et sur la Corse. Une petite perturbation qui arrive, qui dans l'après-midi devrait se décaler des côtes de la Manche, rapportant quelques éclaircies sur, il faudra le dire vite, malgré tout, sur les côtes nord Bretagne et sur la pointe du Cotentin. Les pluies devraient être faibles. À remarquer aussi quelques averses sur les reliefs. Encore un petit peu d'instabilité des Alpes du Sud au nord de la Corse et quelques averses aussi sur les Pyrénées. Mais toujours ce soleil qui s'installe près de la Méditerranée. Les températures dans la matinée entre 9 et 18 degrés. Le maximum, ce sera d'ailleurs pour Nice. Dans l'après-midi, les températures seront équivalentes à celles des jours précédents. Donc toujours largement au-dessus des normales de saison. Entre 19 et 24 degrés sur la moitié nord, alors que 19 devrait être la moyenne. Et jusqu'à 26 degrés près de la Méditerranée, en remontant jusqu'à Nîmes. Voici les 2 jours suivants. Alors, toujours un temps sec et ensoleillé pour la plupart des régions. Quelques nuages bas, quelques brouillards le matin et nuages bas l'après-midi encore près des côtes de la Manche. Remarquez les températures qui restent élevées. Et puis, pour vendredi, il fera encore plus chaud, une moyenne de 23 au nord, de 25 dans le sud, avec toujours cette petite grisaille qui devrait perdurer près des côtes de la Manche. Et tout de suite, l'info avance sur LCI. Qui a dit qu'une fois à la retraite, il fallait renoncer à ses passions? Qui a dit qu'un handicap limitait le potentiel? Qui a dit qu'une petite entreprise ne pouvait pas prendre soin de ses salariés? Chez Humanis, notre mission, c'est vous protéger. Nous nous engageons auprès de 10 millions de personnes et 700 000 entreprises en retraite, prévoyance, santé, épargne et dépendance. Humanis, protéger, c'est s'engager. Mincir avec la cosméto textile, c'est possible et c'est Litès. Les femmes veulent tout, des effets immédiats et des résultats à long terme. Et c'est justement la promesse Litès qui permet de gagner jusqu'à 2 tailles sur une jupe simplement en l'enfilant et jusqu'à 4 cm de tourne-hanche rien qu'en dormant. Litès, c'est aussi tout à la fois le leader et le pionnier de la cosméto textile, le chouchou des magazines, le travail de recherche d'ingénieurs très spécialisés et un site industriel ultra performant. C'est ici que nous fabriquons tous nos produits sous la marque Litès, ainsi qu'une offre spécifique dans le cadre d'un partenariat avec le groupe L'Oréal. Litès, c'est un réel savoir-faire de tricotage textile pour des effets galbants, micromassants ou correcteurs, couplé à une technologie dite de micro-encapsulation pour imprégner le textile de principes actifs. Ce procédé est réalisé dans notre propre usine afin d'avoir un total contrôle sur la qualité et l'effet cosmétique de nos vêtements. Au contact de la peau, les microcapsules se rompent pour libérer les actifs cosmétiques. C'est la chronodiffusion. Nous cherchons constamment à améliorer confort et efficacité de nos produits, que ce soit sur un axe textile ou cosmétique. En attendant, pour ne plus vivre l'effet yo-yo et se sentir bien toute l'année, Litès adapte son offre aux saisons. Nous travaillons tous les jours à simplifier la vie des femmes. Litès est ainsi la première marque à proposer des produits qui allient la minceur à d'autres bénéfices, comme par exemple notre collant Jambes légères qui affine aussi la silhouette. Notre gamme comprend plus de 50 références pour satisfaire toutes les femmes et même anticiper leurs attentes. Nos partenaires distributeurs sont très en demande de nos innovations et nous-mêmes nous sommes très fiers du succès de Litès en Europe jusqu'en Amérique du Nord et en Asie. Oh, I hear your friend Barbara has a new book out. Have you read it? No. She didn't even write it. It was ghostwritten. It took her 10 years. 10 years. She did not age well. Her husband left her for a young model. Oh, poor lamb. What can you say? She dresses like a 24-year-old. I mean, the woman, does she have any dignity?
l'économie, ce soir, mobilisation des professions réglementées contre le projet de réforme, un mouvement plutôt bien suivi. Nouveau record pour la dette publique, elle a franchi les 2000 milliards d'euros au deuxième trimestre de l'année. Et puis le CICE peine à convaincre les entreprises. On en parle avec l'invité de l'économie, ce soir Jean Pisani-Ferry, commissaire à la stratégie et à la prospective. Et on commence par le chiffre du jour, 0,3% en septembre pour la zone euro sur un an. C'est un plus bas depuis fin 2009 pour l'inflation. Un ralentissement qui rend plus crédible la menace d'une spirale déflationniste et qui du coup renforce bien sûr la pression sur la BCE, la Banque Centrale Européenne, pour qu'elle lance un programme de rachat d'actions. Je vous le disais en titre, pharmaciens, notaires, huissiers, médecins étaient en grève aujourd'hui. Ils ont manifesté devant le Sénat. 9 officines sur 10 étaient fermées dans toute la France. Ils protestent contre le projet de loi pour la croissance qui doit réformer les professions réglementées. Retour sur cette journée avec Nastasia Hoffman et Hélène Bonnet. 87% des pharmacies fermées aujourd'hui et des milliers de manifestants dans toute la France. Dans le viseur des grévistes, le projet de loi pour la croissance préparé par le ministre de l'économie est attendu en octobre. Un projet qui inclut un volet sur les professions réglementées, remettant en cause les tarifs et le monopole des pharmaciens, loin de plaire à ces professionnels de santé. Et on est un des derniers services de proximité du client. La personne, elle vient à la pharmacie, on peut l'aider, on peut lui aider à comprendre ses médicaments, on a le temps. Aujourd'hui, on a un système qui fonctionne bien, qui est avec toutes les garanties nécessaires. On peut rappeler dans la demi-heure un lot de médicaments qui auraient des problèmes. Nous voulons défendre une certaine idée de la santé. Nous voulons conserver notre indépendance. Notre indépendance, c'est la liberté du patient aussi. Nous voulons pouvoir conserver la liberté de pouvoir dire non sur un médicament et de ne pas avoir une pression financière derrière qui nous incite à changer notre éthique et à revoir nos façons de travailler. La pression financière incarnée par la grande distribution. Les enseignes souhaitent en effet distribuer librement des médicaments à prescription facultative comme le Doliprane ou le Spasfon. Le marché des médicaments vendus sans ordonnance est estimé à 2 milliards d'euros minimum. Et de son côté, le président de la République remettait ce matin le prix de l'audace créatrice. C'est le groupe Gorgé qui a été distingué, entreprise de robots et de drones. L'occasion pour François Hollande de réitérer sa volonté de faire des économies justement qui interviendraient au moment où la dette de la France, elle, explose. Elle a franchi les 2000 milliards d'euros au deuxième trimestre de l'année. En 10 ans, la dette du pays a été multipliée par 2. Alors pourrons-nous continuer longtemps à vivre au-dessus de nos moyens? Élément de réponse avec Vincent Perrault. Cela fait près de 40 ans que la dette de la France ne cesse de s'alourdir, soit 12 milliards de plus chaque mois, une dette qui représente aujourd'hui plus de 95% du PIB, notre richesse nationale. Un montant qui a doublé en l'espace de 10 ans, une hausse imputable en grande partie à l'État dont la contribution à la dette a augmenté de 35 milliards d'euros, alors que celle des administrations locales et de la sécurité sociale ont diminué. La politique budgétaire a été utilisée pour soutenir la demande adressée aux entreprises. Ça s'est traduit par des déficits publics importants, parfois très importants, et ça alimente l'évolution de la dette publique. C'est à partir de fin 2007 que la dette s'envole en raison de la crise financière. Rappelons qu'à chaque point de PIB, en moins, l'État a perdu 10 milliards en recettes fiscales et en cotisations sociales. Et l'objectif, si on veut effectivement ne pas être pénalisé dans la durée par cette dette, c'est de retrouver une trajectoire de croissance plus élevée. Et c'est là-dessus qu'on doit tous se focaliser, qu'on soit consommateur, entrepreneur ou gouvernement. Une dette abyssale, alors que Bercy doit présenter son projet de budget 2015 dès demain, le tout dans un contexte de croissance atone et d'inflation réduite. Seul point positif, la France continue d'emprunter à des taux toujours très bas, ce qui permet d'éviter que les intérêts ne viennent encore alourdir davantage la facture. Direction Bruxelles, c'est aujourd'hui que la Commission européenne a détaillé ses griefs contre les grosses multinationales accusées de dumping fiscal. Et après Apple, c'est maintenant au tour de Google et d'Amazon d'être dans le collimateur de la Commission européenne. Depuis Bruxelles, les explications de notre correspondant Hugues Baudouin.
L'Irlande et le Luxembourg savent désormais à quoi s'en tenir. La Commission a en effet rendu publique ce matin la liste des griefs contre ces deux États, soupçonnés de largesse fiscale avec certaines multinationales. En Irlande, c'est Apple et au Luxembourg, Fiat, qui bénéficient d'un taux d'imposition si bas qu'on ne peut plus vraiment parler de concurrence loyale. Pour Bruxelles, la vraie cible ne sont pas ces entreprises qui restent les bienvenues en Europe, mais les États qui pensent n'avoir que l'arme fiscale pour les attirer. Pour ce journaliste belge, auteur d'un ouvrage remarqué sur le dumping fiscal, c'est un jeu éminemment malsain. Il y a un petit jeu malsain entre les États parce qu'évidemment tous les États de l'Union européenne cherchent à avoir de l'activité, de l'emploi sur leur territoire. Donc ils cherchent à offrir tous des privilèges. Mais évidemment, quand des privilèges sont très agressifs, comme c'est le cas en Irlande, mais aussi en Belgique, au Luxembourg, eh bien ça pose des problèmes aux grands États qui perdent des recettes fiscales importantes. Si les réponses du Luxembourg et de l'Irlande que la Commission attend dans les 30 jours ne sont pas satisfaisantes, c'est une amende de plusieurs milliards d'euros qui pourrait être infligée. Cette seule menace devrait encourager les Européens à sérieusement remettre sur la table la question de l'harmonisation fiscale, un combat loin d'être gagné. Ça fait depuis une vingtaine d'années, une dizaine d'années, sur base de propositions concrètes, qu'on essaye d'avoir un tout début d'harmonisation. C'est-à-dire même pas avoir un taux minimum commun sur l'impôt des sociétés, mais simplement calculer la base, l'assiette sur laquelle est assis cet impôt. Et ça, on n'y arrive pas. D'autres multinationales comme Google, Amazon et Starbucks sont déjà dans le collimateur de Bruxelles. La commission Juncker, qui n'entrera en fonction que dans un mois, va devoir se préparer à quelques savoureux bras de fer. Et puis à signaler que Renault va produire des utilitaires pour Fiat à Sandouville. 100 000 voitures seront produites là-bas, soit environ 8 à 10 000 par an. Les syndicats restent sceptiques. Tout de suite, vous retrouvez l'invité de l'économie. Où en est-on du CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, censé relancer les emplois? Le comité de suivi du CICE a rendu son rapport ce matin. Jean Pisani-Ferry, vous êtes commissaire général à la stratégie et à la prospective, à la tête justement de ce comité de suivi. Donc on va en parler largement. Juste avant, donc un mot sur ce chiffre qu'on a eu aujourd'hui, le chiffre de la dette. Donc 2 000 milliards de dettes pour la France. C'est un niveau inquiétant. C'est un niveau élevé, oui. C'est équivalent au niveau du PIB. On approche les 100% du PIB. Donc c'est élevé par rapport aux standards européens et c'est élevé en soi. Est-ce qu'on peut continuer longtemps à vivre comme ça en dépensant 30% de plus que ce que finalement on a? Non, c'est pour ça qu'il faut réduire la dépense publique, il faut réduire le déficit. Alors, on est dans un environnement économique qui rend les choses particulièrement difficiles, puisque sans croissance et sans inflation, c'est très difficile. Mais on ne peut pas continuer très longtemps comme ça, effectivement. Alors, donc, je le disais, vous êtes à la tête de ce comité de suivi du CICE. C'est important d'évaluer justement aujourd'hui les politiques publiques, plus que jamais justement? Oui, parce qu'on parle de 20 milliards quand même pour le CICE, donc on parle de quelque chose de très important en montant. Et la loi, au moment où on a créé le CICE, a prévu la mise en place d'un comité de suivi justement paritaire pour évaluer, alors d'abord pour suivre au fur et à mesure la mise en place, mais ensuite, et ça on n'est pas encore capable de le faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore le recul qu'il faut, mais pour évaluer l'impact que ça va avoir sur l'investissement, sur l'emploi, sur le commerce extérieur, enfin sur une série de variables économiques. Alors visiblement, donc, il est moins utilisé que ce qu'on aurait pu espérer, puisque donc, les chiffres le prouvent. Alors que l'État prévoyait de rendre à peu près 10 milliards d'euros au titre du CICE, pour l'instant, les restitutions se montrent à un peu plus de 5 milliards d'euros. Pourquoi ce décalage? Il faut comprendre comment ça marche d'abord. C'est une créance. Donc une entreprise a des salaires en dessous de 2 SMIC et demi. Donc au titre de l'année, ça a démarré en 2013, donc au titre de l'année 2013. Et sur ces salaires en dessous de 2 SMIC et demi, elle a 4% qui vont lui donner droit à une créance qu'elle peut se faire rembourser par l'administration fiscale à partir de l'année suivante. Donc elle doit d'abord aller voir l'administration fiscale et lui demander d'être remboursée. Elle doit faire ses comptes, elle doit dire voilà, ça fait tant, aller voir l'administration fiscale et dire voilà, j'ai une créance. Et puis ensuite, cette créance, elle vient en déduction son impôt sur les sociétés ou pour les petites entreprises, elle peut obtenir un remboursement tout de suite. Et puis, à terme, au bout de 3 ans, si elle n'a pas déduit, elle peut tout se faire rembourser. Enfin, elle se fait tout rembourser. C'est pas un peu une usine à gaz quand même? C'est un peu compliqué, effectivement. C'est un peu compliqué. Bon, le mécanisme du crédit d'impôt, en même temps, c'est un mécanisme connu. Mais disons que sur ce genre de choses, c'est-à-dire ce qui finalement revient à une baisse du coût du travail, c'est un peu compliqué. C'est plus compliqué, évidemment, que des allègements de cotisations sociales. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui... Alors, du coup, pourquoi cette différence? D'abord, l'assiette est un tout petit peu plus petite, 5% plus petite que ce qu'on avait prévu, parce qu'on a refait les calculs.
Ensuite, les entreprises ont déclaré moins de créances. Alors pourquoi ? Voilà, oui. Probablement parce que d'abord une partie n'ont pas encore fini de clôturer leurs comptes. Et puis parce qu'une partie ont leurs créances, mais vont s'en servir plus tard, donc n'ont pas déclaré tout de suite à l'administration fiscale. Est-ce qu'elles n'ont pas eu obligatoire. peur d'un contrôle fiscal, par exemple ? Peut-être. Il y a eu cette rumeur que ça pouvait créer des contrôles fiscaux. Enfin, ça, c'est en train de se dissiper. Est-ce que ça avait déjà été le cas, justement, avec le crédit d'impôt recherche ? Oui, mais un crédit d'impôt recherche, c'est quelque chose de compliqué. Il faut vérifier qu'une entreprise déclare des dépenses de recherche qui sont bien des dépenses de recherche. On comprend que de temps en temps, l'administration fiscale veuille voir. Là, c'est très simple. C'est des salaires en dessous de 2,5 SMIC. Il y a une déclaration sociale qui est faite parallèlement. Les entreprises ont fait leur déclaration sociale. On a pour 12 milliards aujourd'hui de déclarations sociales. Donc en principe, elles n'ont pas de risque de contrôle fiscal, il faut leur dire ça ? En principe, elles n'ont pas de crédit. Elles ont les contrôles fiscaux normaux, mais le CICE ne déclenche pas de contrôle fiscal. Donc aujourd'hui, elles ont déclaré 9 sur les 12. On pense qu'elles vont finir d'ici la fin de l'année par déclarer quelque chose peut-être comme 2 de plus. Donc, et puis le reste, ce sera des créances qui viendront à un moment, elles viendront avec leurs créances à l'administration fiscale en disant remboursez-moi. Alors ça, c'est une chose. Et d'autre part, le remboursement lui-même est plus faible parce que les profits cette année ne sont pas très élevés, l'impôt n'est pas très élevé. Et donc, du coup, comme ça s'impute, ça se déduit de l'impôt sur les sociétés, eh bien, la masse dont on peut déduire est plus faible. Donc, ça fait aujourd'hui 5 milliards. On pense qu'à la fin de l'année, ça fera entre 6 et 7 milliards. Et alors, en termes de contrepartie, on n'a pas forcément vu venir grand-chose, notamment en termes d'emploi. Alors, on n'en sait rien pour le moment. Ça, c'est ce qu'on ne peut pas l'observer. Ce qu'on a demandé aux entreprises, l'INSEE leur a demandé ce qu'elles pensaient faire du CICE. Donc, elles ont dit d'abord l'investissement, juste après l'emploi, un peu des hausses des salaires, un peu des baisses de prix, mais disons essentiellement investissement et emploi. Oui, maintenant, il va falloir... Alma Consulting Group dit la même chose. Dépenses d'investissement d'abord 42%, devant les dépenses de prospection, la formation du personnel et enfin l'emploi en dernier recours, 20% seulement. Oui, mais enfin, c'est quand même une baisse de cotisation sociale, c'est quand même une baisse du coût du travail. Donc ça, normalement, ça doit aussi avoir un impact sur l'emploi. Il faudra observer ça. Et ça, on ne peut pas le faire cette année parce qu'on n'a pas encore le recul. L'année prochaine, on pourra commencer à observer l'effet sur les comportements des entreprises. Ce qui est sûr, c'est qu'un mécanisme comme ça met plus longtemps à produire ses effets qu'un mécanisme simple, parce que dans une entreprise, il faut que ça rentre dans ses systèmes d'information, il faut que les différents responsables de l'embauche, les DRH, les responsables des unités opérationnelles comprennent comment ça marche, comprennent ce que ça représente, comprennent l'économie que ça représente. Et l'enquête que nous avons faite auprès des DRH montre que c'est très progressif, évidemment. Alors pourquoi ne pas avoir fait plutôt une baisse de charge toute simple ? On a cherché à l'époque à faire un mécanisme qui soit celui-là, qui a des effets décalés dans le temps, qui avait aussi des effets à l'époque décalés dans le temps sur le déficit. Donc on a payé en un peu de complexité le fait qu'on a choisi ce type de mécanisme. On entend quand même aujourd'hui les effets. Vous êtes optimiste quand même sur le fait que ça va monter en charge ? Écoutez, que ça va monter en charge, oui. Je pense que ça va monter en charge, ça, il n'y a pas beaucoup de doute. Si vous voulez, les billets de 100 euros ou de 1000 euros qui traînent sur le bord du chemin, c'est rare. Donc quand une entreprise a des créances, je pense qu'à la fin, elle ira à l'administration fiscale, sauf si c'est un tout petit montant ridicule pour une entreprise qui a employé une fois quelqu'un à moins de 2,5 SMIC et qui se dira ça ne vaut pas la peine. Mais pour le reste, j'ai confiance que ça va venir. L'effet sur les comportements, je m'interdis d'avoir un jugement parce que précisément ma tâche c'est de faire des évaluations et c'est pas de donner mon opinion sur ce qui va se passer. Jean Pisani-Ferry, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau.